Donc merci à tous d'être là pour cette session sur TypeScript Why, When, How. On va commencer par se présenter. Bonjour à tous, moi je suis Félix Billon, donc je suis développeur, je fais pas mal de C#, je fais pas mal aussi d'Angular, et ça fait à peu près 5-6 ans que je fais du TypeScript dans une société qui s'appelle Dcube, une ESN Gold Partner Microsoft. Puis voilà. Et moi je suis field engineer chez Microsoft et notamment je suis master trainer TypeScript IMIA, donc en Europe notamment, donc du coup j'en fais pas mal. Avant de commencer, on voulait parler d'un petit truc qui nous tient à cœur. Je vais laisser Félix prendre la parole là-dessus. Dans la salle à peu près, qui connaît le meet-up Paris TypeScript? Pas énormément de personnes, parce que voilà, donc c'est un meet-up sur Paris, on en organise à peu près tous les 2 mois. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre le compte Twitter ou sinon aller sur la page Meetup. Et surtout, on recherche continuellement des speakers. Donc si vous avez des retours d'expérience ou des choses à faire, etc., en relation avec TypeScript, n'hésitez pas à pousser un sujet. Voilà, ça nous fera plaisir. Merci. Merci. Du coup, on va commencer avec une petite introduction. Et là, je vais laisser la parole à Félix aussi. Alors, on va refaire un petit peu l'historique de TypeScript. Donc, le commencement, tout commence en octobre 2012 avec la preview. Donc la preview, c'est le résultat de 2 ans de développement chez Microsoft. Et à la sortie de l'outil, c'est pas un succès retentissant. Faut replacer un peu le truc dans son contexte aussi. En 2012, donc déjà, en 2009, il y a Node.js qui est sorti. En 2012, il y a les frameworks front qui commencent à sortir et toute une panoplie d'outils dans l'écosystème de JavaScript. Donc là, on nous présente encore un nouvel outil sur JavaScript. Ça se noie un peu dans la masse des outils. Il va falloir attendre 2 ans pour qu'il y ait la 1.0 qui sorte. Et la 1.0, le gros truc, c'est que enfin, ça y est, ils acceptent les pull requests et les contributions de la communauté. Donc une communauté commence à se créer. Mais il y a encore des gens qui se demandent à quoi ça sert à ce Ouais, moment-là. parce qu'on est encore noyé dans la masse d'outils. Et puis, l'idée était là, mais pas le reste. Pour l'avoir utilisé dans ses premières versions, forcément, l'outil n'était pas encore super mature. Donc déjà, il y avait des problèmes de performance de compilation. L'intégration dans les IDE, c'était pas au top. On avait tout un écosystème d'outils et l'intégration dans tout cet écosystème d'outils n'était pas encore super bien supportée. C'était aussi compliqué d'utiliser des librairies JavaScript externes. Donc c'était un peu compliqué. Et puis, il y a eu la renaissance, entre guillemets. Fin 2014, il y a l'annoncement d'ATScript. Donc, lors d'une conférence, la core team d'Angular annonce Angular 2 va bientôt être terminé. Ça y est, il va y avoir, enfin Angular 1, il va y avoir Angular 2. Et Angular 2 va être basé sur un langage qui ressemble très fortement à TypeScript, qui serait en fait du TypeScript, mais avec de l'introspection et des annotations, et qui va s'appeler ATScript. Donc les specs commencent à être écrites. Et puis, en mars 2015, finalement, ils annoncent que Angular 2 va être basé sur TypeScript. Ils ont entamé des pourparlers avec les équipes de Microsoft. Et c'est une belle image des relations entre les développeurs de chez Google et Microsoft. Et puis, en septembre 2016, il y a la version 2.0 qui sort. Donc déjà, en 2015, ça a donné un gros boost de popularité à TypeScript et à la communauté de TypeScript, puisque beaucoup de personnes ont commencé à s'y intéresser. Et puis donc, en 2016, il y a TypeScript 2 qui sort et Angular 2 qui sort. Et donc, voilà, un énorme boost de succès. Et puis, il y a eu, actuellement, on est en version 3.x. Il y a beaucoup de progression qui a été faite depuis la version 1.0. Tous les soucis dont je vous parlais tout à l'heure, le problème de performance, de compilation, ça a été grandement amélioré. Maintenant, c'est plus du tout un problème. Il y a également l'intégration dans les IDE, notamment avec la sortie de VS Code en 2016, qui est écrit en TypeScript. On va revenir après dessus. Donc voilà, une superbe intégration dans les IDE. Dans l'écosystème des outils, maintenant, c'est de plus en plus adopté. C'est très facile de l'interfacer avec d'autres outils. Et donc voilà. Et aussi l'utilisation de librairies JavaScript externes depuis la version 2.0. Il y a eu un très gros effort qui a été fait pour que lorsque vous débutiez en TypeScript, vous n'ayez plus de questions à vous poser, vous intégriez très facilement des librairies JavaScript externes. Ouais, et ça c'était bien. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est où c'est qu'on en est un peu aujourd'hui. Donc, on va sortir un peu des stats, donc, notamment les trades sur Google. On voit que le langage se porte plutôt bien. C'est une courbe qui continue à monter. Alors il y a des pics de descente, c'est la période de Noël, là il y a moins de recherche sur les moteurs de recherche, mais on voit quand même que ça continue à augmenter de manière correcte. Une stat moi, que j'aime bien rappeler, c'est les surveys de Stack Overflow. Donc celui de l'année dernière, TypeScript était dans le top 5 des langages qui sont les plus aimés. Donc c'est les langages que les développeurs démarrent. Ils
démarrent à l'utiliser et en fait ils continuent, ils veulent pas arrêter de l'utiliser. Donc ça c'est plutôt une bonne stat. Ça fait quelques années Et ça fait plusieurs années que TypeScript est dans le top 5, donc du coup c'est plutôt positif. Dans l'Octoverse aussi cette année, TypeScript est passé en 7ème position. Alors là c'est petit, hein, mais celui qui a la plus grande percée en fait c'est TS. Alors cette stat est intéressante, mais elle apprend avec des pincettes parce qu'il y a énormément de projets JavaScript qui migrent en fait sur TS. Enfin il y en a eu beaucoup en tout cas depuis l'année dernière. Donc il faut prendre ça avec des pincettes, hein. C'est pas un indicateur, mais quand même, ça montre quand même une tendance. Dernière stat qui est peut-être la plus intéressante, c'est le nombre d'installations sur NPM, parce que ça représente vraiment la popularité de TypeScript. Et d'ailleurs, on a atteint cette semaine les 1 million de téléchargements journaliers. Ça démontre quand même que c'est quand même des stats assez solides, on va dire. Alors un autre point intéressant, c'est TypeScript et l'open source. Donc il y a beaucoup de projets open source qui utilisent TypeScript maintenant. Donc historiquement, il y avait VS Code, c'était un peu la vitrine, on va dire, de TS, écrit en TS depuis quasiment le début. Donc bon, je ne vais pas présenter de VS Code, tout le monde connaît, je pense. Ensuite, on a un peu la triplette de base à partir de 2016. Donc c'était Angular, Ionic et puis RX, qui sont des projets solides avec une grosse communauté, une grosse codebase, pas mal d'ingénieurs qui bossent dessus. Pour ceux qui font du développement mobile aussi, on a un NativeScript qui est écrit en TS qui permet de faire des applications mobiles avec Angular ou Vue.js. Donc ça, c'était plutôt pas mal aussi. Et dans les projets un peu à part, on a TensorFlow.js, par exemple. Google a décidé de l'écrire en TypeScript. Donc ça, c'était plutôt cool. Moi, j'aime bien citer aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, Nest.js, c'est un projet pour faire du back avec Node. Et il est en pleine explosion et c'est écrit en TS et ça s'inspire d'Angular. C'est un très très bon projet. Et après, il y a les surprises grosse news, ouais. de début d'année, donc Jest dans la roadmap qui vont passer à TS a priori. Donc ça, c'était un peu inattendu. Moi, personnellement, je ne m'y attendais pas trop. Vue.js, ça a été annoncé plus tôt l'année dernière, donc ils sont en train de réécrire la version 3 en TS. Donc moi, j'étais super content vu que j'adore Vue. C'était parfait, TypeScript Vue, super. Et c'est cette semaine ou la semaine dernière, je sais plus. La semaine dernière, je crois. Ouais. On a eu Yarn, alors là, c'est pareil, énorme surprise. Franchement. Et d'où vient cette surprise? Ils utilisent Flow depuis un moment, donc du coup. Flow qui est un concurrent de TypeScript, voilà, donc chez Facebook, et ils passent pas mal de leurs projets sur TypeScript. Ouais, voilà, donc du coup, c'est quand même c'était un peu la surprise. Je pense que pas mal de gens se sont dit, mais ah bon, tiens, ils passent. Ouais. Ils ont dans leur roadmap, ils vont le faire, quoi. Donc ça, c'est juste pour conclure que en fait, si vous faites du TypeScript, vous êtes plutôt en bonne compagnie parce que vous allez avoir des boîtes qui l'utilisent et qui contribuent directement ou indirectement dessus, notamment Microsoft, Google, Slack. On met Facebook maintenant parce qu'à cause de Yarn et Flow, mais il y a aussi Ionic, Palantir, bref, il y a un sacré paquet de monde qui l'utilise. Alors maintenant qu'on a dit ça, on va s'attaquer un peu plus au sujet. Donc on va parler des types. Donc déjà, les types, pourquoi? Donc pourquoi dans mon JavaScript j'utiliserai des types? Déjà, première grosse chose, c'est pour trouver des erreurs dans une phase de compilation plutôt qu'au runtime. Donc j'ai pas envie de faire une faute de frappe et puis de lancer mon code dans mon navigateur, d'ouvrir le DevTool et de me rendre compte que ça marche pas. Je préfère qu'on me le dise avant que je balance mon code dans le navigateur. Ensuite, il y a aussi améliorer la lisibilité du code, notamment dans les paramètres de fonction. C'est toujours sympathique de savoir un petit peu ce qu'on doit lui passer et d'avoir des précisions là-dessus. Et puis, il y a moins de bugs. Donc, moins de bugs, c'est à prendre avec des pincettes. Il y a des calculs qui ont été faits pour montrer que TypeScript vous retient à peu près 10 à 15% de bugs. C'est pas l'outil ultime. Donc, TypeScript, c'est pas l'épée de Damoclès, genre je fais du TypeScript, j'arrête de faire des tests unitaires, je fais plus de code review, ça y est, je suis un boss. Non, il faut garder toutes les autres pratiques à côté. Et l'amélioration dans les IDE aussi, qui est une grosse partie de TypeScript, qui va vous permettre notamment l'autocomplète, l'inspection de code, et puis donc la navigation de code, et puis le refactoring. Et donc tout ça, c'est grâce au compilateur de TypeScript. Refactoring étant un point important pour les gros projets notamment. Oui, tout à fait, pour la scalabilité. Ouais. Donc les types en JavaScript, comment on commence? Donc on va commencer par typer nos variables, etc. Donc avec les types basiques, hein, du boolean, number, etc. Je peux typer mes tableaux, des objets, etc. Et donc comment je fais ça? Je déclare des variables, hop, 2 points, je mets le type. Donc là j'ai une petite variable de type string, ensuite j'ai un tableau de nombres, et puis en dessous une petite fonction avec un paramètre booléen et qui retourne void. Ensuite les classes et les interfaces. Donc les classes, c'est pas propre à TypeScript, hein, ça existe depuis ES6 alias ES 2015, donc c'est natif dans le JavaScript. Par contre, les interfaces, c'est propre à TypeScript et je peux faire des interfaces qui sont des sortes de contrats. Donc ici, je déclare une interface requête avec une propriété et puis une méthode.
Et puis ensuite, je fais une classe qui va implémenter cette interface. Donc là, TypeScript va me péter une erreur si jamais l'interface est mal implémentée ou pas implémentée. Et puis ensuite, je peux déclarer 2 variables et je peux la typer avec l'interface ou la classe. Et la question qu'on se pose souvent quand on démarre en TypeScript, c'est dans quel cas en fait j'utilise une classe et dans quel cas j'utilise une interface. On est un peu perdu, c'est une question qui revient assez régulièrement. Ouais, on l'a même en meet-up et tout le monde le demande. Et c'est vrai qu'on est assez vite perdu. En fait, le truc, c'est que les interfaces servent uniquement au type. Ce qui signifie que lors de la compilation, le compilateur de TypeScript va vous dégager toutes les interfaces que vous avez déclarées, le implement, requête, etc. Tout ça, ça va dégager. Dans la sortie, dans le JavaScript final, ça ne va pas exister. Ça sert juste à TypeScript pour vous remonter des erreurs, pour la navigation de code, etc. Ça n'a pas d'autre utilité. Alors qu'une classe va automatiquement générer du code. Donc lorsque vous avez juste besoin d'un contrat pour décrire des objets, par exemple, typiquement quand vous interrogez une API REST, par exemple, et que cette API REST va vous retourner des objets, et bien là, vous pouvez les décrire avec des interfaces. Si vous avez besoin d'implémentation, si vous avez besoin de l'héritage, etc., de fonctionnalités vraiment liées aux classes, faites des classes. Ensuite, quelques petites précisions sur les types. Il y a un type en TypeScript quand on démarre, qui est un peu le mal absolu, entre guillemets, c'est any. Alors, on dit le mal absolu, etc. Il y a des cas où c'est tout de même utile. Voilà, c'est pas non plus, il faut jamais l'utiliser. Quand quelqu'un l'utilise, vous allez le blâmer. On peut avoir à l'utiliser. Le seul truc qu'il y a à savoir, c'est que any, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire, en gros, on dit au compilateur de TypeScript, ne traque plus cette variable, ne regarde pas. Si je fais des fautes de frappe, c'est pas grave. Ne me donne plus l'autocomplétion dessus, etc. Je pense qu'on peut faire profiter de notre retour d'expérience parce que moi j'ai déjà vu des projets où j'ai fait des reviews où tout est en any. Et en fait, ma première interrogation, c'est pourquoi vous ne l'avez pas fait en JavaScript? Parce que en fait, c'est ce que du coup, ça n'a pas de sens d'utiliser TypeScript. Si on met tout en any, ça... Et une petite précision sur any aussi, c'est que je vais le redire tout à l'heure, mais le compilateur peut déduire les types. Et si jamais TypeScript n'arrive pas à déduire le type et que vous n'avez pas typé la variable, et ben lui, implicitement, il va mettre du any. Et donc, vous pouvez avoir des surprises derrière. Attention au piège. Ensuite, comme je vous le disais tout à l'heure, tout ce qui est type, c'est utile uniquement à la compilation. Donc quand je dis les types, c'est les 2 points avec les types comme on a vu tout à l'heure, mais aussi les interfaces, la généricité et tout un tas de fonctionnalités qui sont liées au type et qui vont servir uniquement à vous remonter des erreurs aux fonctionnalités dans l'IDE, mais qui vont dégager à la compilation. Et ensuite, le compilateur peut inférer les types. Ça veut dire que TypeScript va parcourir votre code et il va déduire lui-même les types. Et moi, ce que je dis en général, c'est que si le compilateur peut déduire le type, ça ne sert à rien de préciser le type. Quand vous déclarez une variable que vous lui affectez une chaîne de caractères, TypeScript, il sait que c'est une chaîne de caractères. Vous n'avez pas besoin de lui redire derrière. Et une dernière chose, le duck typing contre le nominal typing. Donc ça, on va voir tout de suite un petit exemple, parce que c'est quelque chose qui peut être très perturbant quand vous venez du monde C#, Java, etc., et que vous vous dites, ouais, bon, le TypeScript, c'est du C#, c'est parti. Eh bien, pas du tout. Donc en gros, le duck typing alias le structural typing, en gros, je vais vous montrer un exemple. Je déclare une classe, requête, avec un nom et puis des boosters. Et je déclare une classe chat qui a un nom. Donc ils ont en commun le nom. Et je fais une fonction pour jouer avec un petit chaton où je peux lui passer un chat. Jusque-là, tout va bien. Derrière, je crée un objet littéral requête. Je crée un objet littéral chat. Dans ma fonction, je peux lui passer un chat. Jusque-là, tout est logique. Mais je peux également lui passer une requête. Ça ne va pas lui poser de problème. TypeScript, il va me dire, OK, ici, il ne va pas y avoir d'erreur. Pourquoi? Parce qu'il ne regarde pas le nom de la classe. Il regarde la structure. Et il voit que la structure de requête est au moins aussi grande que chat. Et donc, pour lui, il ne va pas y avoir de souci. Donc ça, c'est un des pièges dans lesquels il faut faire attention. Le nominal typing, on peut en faire en TypeScript via des tricks un peu étranges et mystiques. Mais ce n'est pas supporté nativement. C'est sur la roadmap en discussion pour pouvoir le supporter. Ouais, qui est ouverte, mais depuis un petit moment. Est-ce que ça sera supporté nativement un jour? Ça, c'est à voir dans le futur. Ensuite, une autre chose qui est très importante avec les types, c'est les fichiers de définition. Donc, ce sont des fichiers .d.ts et qui vont donc décrire et typer du code JavaScript. Donc ça, c'est lorsque vous voulez utiliser, par exemple, des librairies externes qui sont écrites en JavaScript pour pouvoir les utiliser comme si c'était du TypeScript et avoir l'autocomplétion, navigation de code, etc., etc., il faut avoir un fichier de définition associé. Donc un petit cas d'exemple, j'ai un projet fait en TypeScript et j'ai envie d'utiliser un package NPM. Dans la salle, qui connaît NPM? Ok, voilà, très bien. Alors, premier cas d'utilisation, mon package NPM que je veux utiliser, il est écrit en TypeScript. Dans ce cas-là, j'ai rien à faire. TypeScript va tout de suite voir qu'il est écrit en TypeScript, c'est parti.
Il est écrit en TypeScript, mais livré avec un fichier en JavaScript, mais livré avec un fichier de définition. C'est le cas, par exemple, de Moment.js, qui est une librairie qui gère les dates. Ils gèrent eux-mêmes leur fichier de définition et le livrent avec leur package NPM. Et dans ce cas-là, le compilateur de TypeScript va tout de suite retrouver le fichier de définition associé, et c'est comme si c'était du TypeScript. J'ai rien à faire. Troisième cas qu'on va détailler, je vais détailler dans la slide d'après, c'est écrit en JavaScript, mais pas avec fichier de définition. Dans ce cas-là, pas de panique. Je vais retrouver le fichier de définition sur NPM, sur un scope package qu'on appelle addType. Donc un scope package, c'est une espèce d'espace de nom. Et donc dans addType / le nom de ma librairie, je devrais retrouver normalement son fichier de définition. Donc DefinitelyType, c'est un espèce de méga repository sur GitHub qui contient tous les fichiers de définition des librairies écrites en JavaScript qui ne sont pas livrées avec leur fichier de définition. Et c'est un bel effort de la communauté. Et aussi, si jamais vous faites du TypeScript et que vous tombez sur une librairie qui n'est pas encore typée, qui n'a pas encore de fichier de définition, n'hésitez pas à faire une petite contrib pour tout le monde sur le DefinitelyType. Et la dernière chose très importante, c'est que quand vous faites du TypeScript, bah, vous allez utiliser du JavaScript natif. Par exemple, vous allez utiliser l'objet number, vous allez utiliser l'objet mat, etc., etc. Et tous ces objets en fait, qui sont natifs dans le JavaScript, eh bien, ils sont décrits et typés via un fichier qui s'appelle le lib.dts qui est embarqué par le compilateur de TypeScript. Donc le compilateur de TypeScript embarque lui-même un gros fichier de définition pour typer et décrire tout le code JavaScript natif. Donc petit exemple de fichier de définition. Donc voilà, donc moi je décide de faire un projet en Angular 1, je suis un mec un peu du futur. Et puis donc je fais un npm install --save dev et je récupère le fichier de définition d'Angular 1. On voit dans mes dépendants, j'ai donc Angular, et dans mes dev dependencies, j'ai donc addType Angular, donc j'ai bien récupéré le fichier de définition. C'est dans mes dev dependencies parce que ça sert uniquement au développement et à la compilation, mais en sortie derrière, ça ne sert à rien. Ça ne marche pas au runtime, quoi. Et si on regarde un petit peu ce que ça fait, en gros, dans mes nodes modules, dans le dossier addType, dans Angular, j'ai bien un index.d.ts, c'est donc le fichier de définition qui est associé. À partir de là, en fait, je n'ai plus rien à faire. Une fois que j'ai tapé la commande en haut, c'est fini. Il va voir AngularJS comme si c'était du TypeScript. Et en fait, le compilateur de TypeScript va automatiquement aller chercher dans notre module addType et charger tous vos fichiers de définition. Donc via des options de compilation, vous pouvez lui dire non, en fait, ne charge pas tout, charge que, etc. Ok, donc je pense que c'est assez clair pour le type system, comment ça fonctionne un peu à la base. Maintenant, on va s'intéresser à des fonctionnalités du langage parce qu'en fait, dans TypeScript, il s'est aligné sur ECMAScript, donc la dernière norme, mais il a aussi des particularités. Donc on va faire un petit tour, on va faire un petit aperçu. Et on va commencer par une de ces particularités, c'est les capacités d'abstraction. Donc en JavaScript, il n'y a pas de capacité d'abstraction avancée. On peut faire des choses, mais c'est assez limité. Ça viendra peut-être dans le futur, on ne sait pas trop encore. Mais en TypeScript, ça existe depuis un petit moment. Donc on est capable d'écrire des classes abstraites et des méthodes abstraites de ce genre-là. Et du coup, vu qu'on fait du TS et puis qu'on a des types, etc., si on veut étendre cette classe, donc ici, par exemple, Soyuz étant Rocket, en fait, on va commencer à rentrer dans le mode de dev TypeScript. On va avoir la notification que du coup, on n'a pas implémenté la méthode abstraite. On va se retrouver avec une petite ampoule dans VS Code. Donc, je pense que certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu. On appelle ça un quick fix. Donc, du coup, TypeScript le fait pour nous. Il suffit de cliquer dessus et on va se retrouver à générer du code directement pour avoir les différents éléments. Donc là, on s'aperçoit que on peut avoir des fonctionnalités après avec TypeScript plus riches, notamment dans les environnements de développement. Alors, une autre particularité, c'est les interfaces. On va revenir dessus parce que c'est assez important, parce qu'il y a souvent confusion. Mais en fait, les interfaces, ce n'est pas les interfaces qu'on connaît en C# ou en Java. Hein. C'est des interfaces qui sont propres à TypeScript dans la façon dont lesquelles elles sont utilisées. Et je vais vous montrer un exemple, c'est qu'en fait, un membre d'une interface peut être déclaré optionnel en TypeScript. Alors, dans un langage de PO traditionnel, il n'y a rien qui est optionnel dans une interface. On peut avoir dans certains langages maintenant des implémentations par défaut, mais ce n'est pas optionnel. Dans le cadre de TypeScript, c'est optionnel parce qu'en fait, l'interface décrit uniquement la structure d'un objet, en fait. C'est une description. Et du coup, on se retrouve avec des cas de figure un peu bizarres si on garde en tête les interfaces de la PO traditionnelles, comme par exemple, on peut les déclarer read-only. Donc ça aussi, ça peut paraître un peu bizarre. Et je pense que le meilleur exemple pour démontrer ça, c'est qu'on peut inclure dans une interface le typage d'une fonction. Et en fait, jusqu'à preuve du contraire, ça, c'est impossible de l'implémenter dans une classe. Donc ça montre clairement qu'il y a quand même une diff. Et ça, par exemple, ça sert à typer les fonctions. Si on fait de la programmation fonctionnelle, par exemple, et qu'on met des fonctions en paramètres d'autres fonctions, on peut utiliser cette technique pour avoir le typage et l'autocomplétion dans son environnement de dev. Donc une autre particularité aussi dans TypeScript, c'est les génériques.
Donc les génériques, ça fait un moment que ça existe dans TS. Ici, on va prendre un exemple parce qu'on va encore faire le parallèle entre les langages de PO traditionnels et TypeScript. Donc moi, je veux faire par exemple une abstract factory, donc j'écris une classe abstraite dans laquelle j'ai une méthode abstract launch. C'est un peu l'exemple de tout à l'heure. Et ici, on va voir tout de suite que je peux utiliser les génériques pour écrire une factory qui va créer des requêtes. Et en fait, on voit que du coup, je peux déclarer un t-type, donc un type générique, lui mettre une contrainte dessus en lui disant il faut absolument que ce soit une requête, qu'elle est en requête. Mais par contre, vous avez peut-être remarqué cette petite syntaxe. En fait, en TypeScript, vu que c'est du JS, les capacités de réflexion ne sont pas les mêmes que dans des langages comme Java ou C#. Du coup, on se retrouve potentiellement à ne pas pouvoir créer des instances dynamiquement de t-type, de type générique. C'est quelque chose que l'équipe se refuse à faire. Et donc, du coup, on est obligé de passer le constructeur en fait, de la classe pour qu'il sache comment le créer. Donc, c'est ce genre de syntaxe là, on utilise ça comme ça. Donc là, on voit que clairement, on n'est pas du tout dans le même cas. Il y a bien une limitation, quoi. Et je le redis encore une fois, ça, les génériques, c'est une fonctionnalité qui fait partie du typage et donc qui va dégager à la compilation. Tout à fait, ça ne va pas générer de JavaScript en fait, le txtend, etc. Tout à fait. Ce qui fait que là, dans mon exemple, du coup, je finis par faire un new sur cet élément-là et ça me crée une instance. Mais là, on voit que je ne vais pas pouvoir faire les mêmes scénarios en TypeScript qu'en Java ou en C#, par exemple. Donc voilà, à garder en tête. Alors, dans les fonctionnalités qui sont plus liées à ECMAScript, on a asynchronisme. Alors, tous ceux qui font du JavaScript, je pense qu'ils ne vont pas découvrir forcément quelque chose, mais on peut typer des promesses. Tout le monde utilise des promesses, je suppose. Qui utilise le async await dans la salle? Il y a quand même... pas tout le monde, il y a quand même... Ouais. Donc en TS, évidemment, on a async await depuis un petit moment. Donc async await, c'était un opérateur qui avait été implémenté dans Chakra au départ et qui a été normalisé après par le TC39 dans ECMAScript. C'est un port des langages comme C#, je crois Python aussi l'avait de mémoire. Et dans ce cas-là, TypeScript, ce qui va être intéressant, c'est qu'il va nous permettre en fait, de gérer la compatibilité descendante. Et donc, du coup, on peut avoir une compatibilité jusqu'à ECMAScript 3. Ce qui est du coup plutôt agréable, puisqu'on peut faire du code async await qui est compatible avec du JavaScript assez ancien. Donc, point plutôt positif. Alors, un autre point assez important, c'est les modules. Donc, les modules, la norme décrit qu'en fait, on peut exporter une classe dans un fichier et l'utiliser au niveau d'un autre fichier. Donc, du coup, le module est l'unité, c'est le fichier, en fait. Et là, pendant un moment, c'était quand même un gros sujet, en tout cas dans la communauté JavaScript. C'était un peu la guerre. Ouais. Et du coup, TypeScript propose de gérer la compatibilité entre tous les formats de modules. Donc Common, par exemple, si vous êtes du Node, si vous faites du Node.js, vous faites du CommonJS. Ou AMD, si vous utilisez Require, System. Mais bon, il n'y a plus trop de débat, en fait, puisque du coup, à terme, il n'en restera qu'un seul. C'est ECMAScript 2015. Donc du coup, c'est une fonctionnalité qui sera peut-être moins utilisée, mais en tout cas, si vous avez des projets avec du code legacy dans lequel vous utilisez Require, TypeScript va s'occuper de gérer le format des modules. Alors il gère uniquement le format des modules. Toute la partie chargement des modules, c'est votre responsabilité de dev, ça. Il ne le fait pas à votre place. Donc plutôt utile. On va passer sur une fonctionnalité un peu... on va dire, c'est un peu pour ça qu'Angular a fini par être écrit par TypeScript. Commandé par l'Angular. Qui était un peu commandé, on va dire. Et c'est les décorateurs, donc attention, la première chose qu'on aime bien dire sur les décorateurs, c'est expérimental. Donc, depuis combien de temps c'est expérimental? Depuis 3 ans, je crois. Bref. Donc c'est toujours pas normalisé. Donc ça veut dire qu'en TypeScript, si vous les utilisez, vous êtes obligé d'aller dans la configuration du compilateur et de rajouter des propriétés pour activer les décorateurs. Donc une fois que vous avez fait ça, après pas de problème, vous pouvez les appliquer sur des classes, sur des méthodes, des propriétés, des paramètres, tout ce qui touche à la programmation orientée-objet en fait. Et vous allez pouvoir annoter les éléments sans problème. Alors OTC39, donc l'organisme qui normalise les nouvelles fonctionnalités de JavaScript, c'est en stage de draft encore, donc c'est considéré encore comme un brouillon. Ce qui explique que ça soit encore expérimental au niveau de TypeScript, parce que du coup ça peut encore changer d'implémentation. Ouais, tout à fait. Donc on ne sait pas quand est-ce que ça va passer en stage 3, et puis je crois que on verra, mais bon. Du coup, ça veut dire que peut-être que ça changera. Donc voilà. Allez, on va faire un petit exemple, parce que les décorateurs, c'est quand même cool. Donc ici, dans l'exemple, on veut, dans une fusée, là, je veux pouvoir traquer les différentes opérations que je vais appeler. Donc je vais écrire un décorateur track qui va m'envoyer les données dans de la télémétrie. Je fais une espèce de boîte noire, en fait.
Et là, on voit dans la signature de ce décorateur-là qu'en fait, c'est du type méthode décorateur. Et en fait, on a 3 paramètres, target, key, on va y revenir après, mais surtout descriptor. Donc descriptor, en fait, contient l'élément annoté de départ. Donc ici, ça va être une méthode. Et donc dans mon exemple, je vais la conserver parce que je vais la redéfinir. Donc j'écris une nouvelle fonction. Et du coup, je vais réaffecter cette nouvelle fonction dans la value du descriptor pour pouvoir être exécuté derrière. Et je retourne le descriptor. Et en fait, dans ma fonction, ici, je vais appeler donc, ma classe de télémétrie, c'est une méthode statique, et dans lequel je peux préciser le class name. Donc depuis la target, je peux récupérer le constructor name, donc ça va être le nom de la classe. Au niveau de la méthode, je vais avoir la key. Donc je fais un toString parce que ça peut être un string ou un symbole. Et en fait, pour les paramètres, je vais utiliser arguments qui regroupe tous les paramètres qui ont été passés à la fonction de départ. Pour terminer, je fais juste un petit return et puis je vais appeler la fonction de base en faisant apply avec this et argument. Et en gros, j'ai terminé mon décorateur. Une fois que j'ai fait ça, c'est assez simple, j'écris une classe. Donc là, c'est une requête, j'ai une orientation et puis j'ai une correction d'orientation pour mon vol. Et je veux pouvoir traquer les corrections. Du coup, j'annote avec track. Et au final, quand je vais utiliser la classe, je vais instancier la classe et quand je vais utiliser la méthode, je lui passe le paramètre et dans ma télémétrie, je vais retrouver ce JSON-là qui contient les éléments correspondant à la classe, à la méthode et aux paramètres. Les paramètres ne sont pas nommés, c'est un objet de base. Donc voilà. Du coup, ça montre clairement comment les utiliser de manière simple. Et si vous voulez un exemple de mise en œuvre vraiment très puissante, je pense que le meilleur cas d'exemple actuellement, c'est Angular quand même. Au niveau des décorateurs, c'est peut-être le projet qui les exploite le mieux. Peut-être bientôt vu. Peut-être bientôt vu, on verra. Il y aura peut-être une battle, hein. On va voir ça. Maintenant qu'on a vu un peu les types et puis différentes fonctionnalités du langage, on va s'intéresser à comment ça marche sous le capot en fait. Donc là, je vais laisser Félix reprendre la parole. Donc on va parler un petit peu d'architecture. Donc on va voir un peu l'architecture macro de TypeScript. Donc TypeScript, la première brique évidemment, c'est le compilateur, le Core TypeScript Compiler, qui est donc un compilateur plutôt classique qui va lire, parser, analyser votre code, etc. Et ensuite, une fois qu'il aura bien analysé votre code, il va le passer dans 2 briques, l'émetteur et le checker. Et en fait, ces 2 briques ont 2 fonctionnalités distinctes. On a donc l'émetteur qui va se charger, lui, de émettre votre code, c'est-à-dire de downgrader votre code et de transpiler. C'est-à-dire si vous avez choisi de downgrader vers de l'ECMAScript 5, 3, etc., c'est l'émetteur qui va s'en charger. Et le checker.ts qui, lui, va checker, remonter les erreurs qu'il va trouver. Ensuite, ce fameux compilateur, pour faire son travail, il a besoin de 2 choses principales. Il a besoin d'options de compilation pour lui dire comment il doit compiler. Et il a besoin également de fichiers. Il faut lui dire qu'est-ce qu'il doit compiler. Et pour ça, on peut lui fournir ces choses-là via une autre brique qui s'appelle le TS Standalone Compiler, qui est donc une ligne de commande qu'on obtient quand on fait un npm install-g TypeScript. Et donc, ce standalone compiler va donc fournir tout ce qu'il faut au Core TypeScript Compiler pour faire son travail. C'est ce que vous utiliserez quand vous démarrez un projet. Voilà, c'est ce qu'on utilise nous-mêmes. Ensuite, il y a une autre brique qui ne nous est pas destinée, mais qui est destinée aux IDE, qui s'appelle la brique Language Service, et qui va implémenter tout un tas de fonctionnalités pour les IDE, et qui va se baser sur le Core TypeScript Compiler pour faire ça, comme par exemple souligner les mots dans lesquels il a trouvé des erreurs, la navigation de code, l'autocomplétion, etc., tout ce genre de choses. Et ensuite, on a une petite brique par-dessus qui est optionnelle, qui est le TS Server, qui permet de communiquer donc, avec la brique Language Service. Et puis, les IDE. Donc, en fait, cette petite brique Language Service va faciliter l'intégration de TypeScript dans les IDE. Et il y a également une autre chose qui est plutôt pas mal, c'est que cette brique Language Service est extensible. Et il y a notamment la core team d'Angular qui l'utilise pour remonter des erreurs dans les templates Angular, la team de vue qui l'utilise également pour remonter des erreurs dans les templates de vue, etc. etc. Ouais. Et je pense qu'on peut revenir sur les quick fix, le petit exemple qu'on a montré, mais en gros, ça va passer par cette mécanique-là pour vous l'obtenir côté VS Code. Et l'autre point qu'on peut dire aussi, c'est que ce mode de fonctionnement, TypeScript a été un des premiers langages à le faire. Et c'est quelque chose qu'on voit maintenant dans la plupart des langages, par exemple Rust, un très bon exemple puisqu'ils ont fait exactement la même chose pour faciliter les intégrations dans les IDE en fait. Ensuite, on a ce fameux fichier, le tsconfig.json. Donc en gros, c'est un fichier qui va contenir vos options de compilation, puisque les options de compilation, on peut les passer via TSC, sauf que bon, il y en a à peu près une centaine, donc si on commence à toutes les mettre en ligne de commande, c'est un peu chaud, quoi. Et donc, pour créer ce fichier,
On peut utiliser la ligne de commande TSC, faire un TSC-init, et d'ailleurs c'est ce que je vous conseille quand vous démarrez un projet en TypeScript, parce qu'il va vous générer un beau fichier tsconfig.json avec plein d'options qui sont déjà activées, et d'autres options qui ne sont pas activées, mais qui sont commentées. Donc ça vous évite de commencer avec un fichier vierge et de faire des allers-retours sur la doc pour comprendre qu'est-ce que vous devez mettre dedans, quoi. Ouais, parce que nous, on a connu ça, c'est un peu chiant quand même, on va pas se mentir. Voilà, même si maintenant, avec les CLI de Angular, Vue, etc., ils vous génèrent déjà ce fichier. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. On ne va pas s'attarder sur le contenu de compiler options, mais en gros, vous avez les options de compilation et puis la partie include qui va donner les sources. Alors on peut mettre include ou exclude pour lui dire qu'est-ce qu'il doit prendre et qu'est-ce qu'il doit compiler. Un petit zoom sur les options de compilation, parce que comme je vous ai dit, il y en a à peu près une centaine, et dans cette centaine, il y en a beaucoup qui sont très utiles et parfois un peu méconnues. Donc quelques-unes qui sont importantes. On a déjà l'option target. Donc l'option target, c'est une des options principales en TypeScript. Hein, c'est pour dire, est-ce que vous voulez downgrader votre code? Est-ce que vous voulez que votre code soit utilisable sur des navigateurs un peu plus anciens? Et donc vous pouvez choisir d'utiliser des fonctionnalités d'ECMAScript 6, 7, 8, etc. Mais de downgrader tout ça vers de l'ECMAScript 5. Vous pouvez downgrader jusqu'à de l'ECMAScript 3 à peu près. Ensuite, il y a ce dont parlait Sylvain tout à l'heure, les modules. Donc les modules, vous pouvez écrire la syntaxe comme vous voulez. Donc vous pouvez utiliser la syntaxe de CommonJS, d'AMD, de ce que vous voulez. Et ensuite dire à TypeScript, eh ben, en fait, génère-moi la syntaxe de ES 2015, la syntaxe CommonJS, etc., etc. Ensuite, il y a source map. Bon, les source maps, c'est pour pouvoir, quand vous ouvrez votre navigateur et que vous faites F12, plutôt que de retrouver le JavaScript qui a été généré par le compilateur de TypeScript, eh bien vous retrouvez vos sources en TypeScript, ce qui est quand même plus agréable. Pour le debug, ouais. Et ensuite, il y a ces deux petites options. Alors je préviens tout de suite, ces deux petites options sont très importantes, mais lorsque vous utilisez la CLI de Vue ou d'Angular et que vous faites un "-prod", il va gérer pour vous ces options tout seul. En fait, dans TypeScript, il y a ce qu'on appelle des helpers qui sont générés à la compilation. Donc qu'est-ce qu'un helper? Quand vous utilisez le mot-clé extend, par exemple, quand vous utilisez l'opérateur REST, quand vous utilisez async await, etc., tout un tas de fonctionnalités, à chaque fois que TypeScript va rencontrer cette fonctionnalité, il va générer une petite fonction helper associée. Le problème, c'est qu'il va générer une fonction helper dans chaque fichier où il va trouver cette fonctionnalité utilisée. Ça veut dire que si vous avez 10 fichiers où vous utilisez le mot-clé extend, il va générer 10 fois ce helper. Et donc à la fin, vous avez un JavaScript en sortie qui est quand même assez conséquent. Et en fait, ce qu'on fait ici, c'est qu'en gros, on lui dit arrête d'émettre ces helpers, et on lui dit va importer ces helpers, et quand on lui met import helper true, il sait qu'il doit aller les importer depuis une petite librairie qu'il a installée via npm. Et cette librairie va contenir en fait la déclaration des helpers. Donc en fait, ces helpers vont être déclarés une seule fois et vont juste être importés et avoir des références, mais ne vont pas être redéclarés à chaque fois. Ensuite, on a le strict mode. Donc le strict mode, ça c'est une option qui est vraiment très 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 importante quand vous faites un projet en TypeScript. Si vous avez déjà un projet en TypeScript, sachez qu'elle peut être adoptée de façon incrémentale. En fait, c'est une option qui va activer plein de sous-règles pour rendre le contrôle de vos types plus, comment dire, plus fort. Plus fort, ouais. Tout devrait être écrit en strict mode normalement, parce que ça vire les nuls, les undefined, on ne peut pas déclarer des any, il y a beaucoup, ouais. implicit any par exemple. Normalement, on devrait tout écrire en strict mode pour être le plus safe possible. Et donc, vu que ça active tout un tas de sous-règles, vous pouvez activer en fait le strict mode et désactiver toutes les sous-règles, puis les activer une à une pour adopter de façon incrémentale quand on a un projet avec une grosse base de code. Quand on met le strict true direct, généralement on se mange une claque, donc il faut mieux ça peut être faire par étapes. Ensuite, on a ce petit lib. Donc lib, qu'est-ce que c'est? En fait, ici, vous allez composer le fichier lib.dts dont je vous parlais tout à l'heure. Donc TypeScript a besoin d'un lib.dts pour typer tout le JavaScript natif. Et ici, vous allez lui dire de quoi est composé ce lib.dts. Donc là, ici, on lui a dit, on a besoin de la définition de ECMAScript 6 et de DOM. Ça veut dire que là, si j'utilise des fonctionnalités d'ECMAScript 7 ou 8, TypeScript va me dire qu'il ne les reconnaît pas, parce qu'elles ne font pas partie de la composition de mon fichier lib. Donc voilà, ça c'est des petites choses qui peuvent vous jouer des tours. Du coup, il nous reste 3-4 minutes, donc on va terminer sur un dernier point moi je l'ai de manière souvent, on me pose la question très régulièrement. Comment je passe de JavaScript à TS? Donc généralement, les gens, quand ils découvrent le sujet, ils voient dans la belle doc de TS, line of JavaScript is a line of TypeScript, donc c'est parti, allons-y. Ils prennent tout leur JS, ils font TSC init, ils changent l'extension TS, et puis là, ils se cassent les dents. Et là, t'es un boss, là, ça y est. Là, voilà, donc là, il y a je sais pas combien de milliers d'erreurs, enfin, c'est le bazar. Donc le premier réflexe, c'est de dire, bon, on fait pas de TypeScript, en fait.
Mais on va vous proposer quand même une solution un petit peu plus soft. En fait, c'est possible avec TypeScript de checker du code JavaScript de base, si on lui donne les bonnes indications. Donc en fait, la meilleure solution, c'est de dire dans un fichier, j'arrive, et je mets en fait un commentaire dans lequel je vais mettre une annotation test-check pour dire TypeScript, check-moi ce JavaScript. On peut le mettre de manière globale, bien sûr, avec la propriété check.js. Et là, je vais prendre un petit exemple, mais disons que j'écris une fonction sum, et puis je prends un tableau de number, je fais un reduce, et puis je calcule une somme comme ça. Et du coup, en JavaScript, je peux passer un tableau qui contient true 1 et 2 en chaîne de caractères, et ça fait 33. Hein. Donc voilà, hein, pour ceux qui ne savaient pas. Donc ça, c'est une erreur. Alors, ce n'est pas une erreur dans le run de votre application. Hein. C'est une erreur, c'est un bug, en fait. C'est un bug fonctionnel. Du coup, si vous voulez passer à TypeScript, le plus simple, c'est de reprendre cette fonction. Vous lui mettez la JSDoc dessus. Dans les commentaires, vous précisez le type du paramètre en entrée. Vous mettez test-check. Et après, derrière, quand vous allez utiliser cet élément-là, donc vous refaites la somme avec le tableau, en fait, TS, il va vous dire ça, le premier paramètre et le troisième paramètre, c'est pas des numbers. Voilà, c'est tout. Alors ça vous engage pas à faire le fixe, hein. Ça change rien à votre projet. Mais vous savez au moins estimer le travail que vous aurez à faire pour passer à TS. Donc, on vous conseille plutôt de partir sur ce genre d'approche quand vous démarrez. L'approche brutale, ouais. C'est un peu plus simple. On va terminer avec dernière minute, donc petite conclusion. Du coup, on aime bien préciser toujours que, attention, ouais. Il y a beaucoup de gens qui pensent je fais du Java, donc je vais faire du TypeScript, ça va être super, je vais être à la maison. Non, c'est pas du tout le cas. Il faut connaître JavaScript, hein, c'est indispensable. Sinon, on tombe dans des pièges grossiers, mais clairement. Un autre point aussi, c'est la communauté. La communauté TypeScript est vraiment impressionnante. Beaucoup de gens ils sont très friendly, même dans les meet-up. Ils échangent beaucoup sur leur retour d'expérience, leurs connaissances. C'est une des communautés, je trouve, vraiment très active et qui est vraiment très agréable. Donc voilà. Il y a beaucoup d'outils, etc., qui ont été faits par la communauté de TypeScript, maintenus par la communauté. Exactement. C'est plutôt bien, quoi. Un point aussi, c'est l'influence de TypeScript sur JavaScript, parce qu'en fait, finalement, TypeScript commence à avoir une influence OTC39 dans la normalisation de JS, et jusqu'à un point où on parle peut-être qu'ils vont mettre des types pour les types de base, quoi. Ils vont peut-être le faire. Ils ont fait une discussion. Ouais. Ce qui est exceptionnel, une discussion, hein, ça engage à rien. Ils en ont discuté. Je ne sais pas si ça a été validé, mais je sais qu'il y a les champs privés qui arrivent dans les voilà, il y a les privates, classes. etc. Donc il y a quand même une certaine influence, on voit quand même, ça fait avancer certains sujets. Et puis un point important, c'est quand on fait du TypeScript, on vient pour ça, évolutivité, maintenabilité, readability, scalability, application at scale, quoi. On veut faire des grosses apps avec un langage qui permet de le faire correctement. Et enfin, on finira pour dire que ça rejoint ce que tu disais, Félix, sur la communauté, il y a beaucoup de gens qui font des tools autour de TypeScript, et du coup, on a un écosystème qui est quand même assez riche, varié, et qui est fait vraiment par la communauté open source. Pour n'en citer qu'un, on peut citer TSLint. TSLint, par exemple. Qui est l'analyseur de code quand vous utilisez JSint, ESLint, etc. Et là, il y a TSLint pour TypeScript qui fait bien son travail, quoi. Exactement. Du coup, on va s'arrêter là et on va vous dire, est-ce qu'il y a des questions ? Merci. Alors, je ne sais pas si on fait dans la salle ou... Exactement. Ouais. Donc, classiquement, on fait les questions ici, mais on a eu pas mal de retours qui nous ont amenés à créer les Office Hours. Donc, je vous invite à rejoindre Sylvain et Félix sur l'estrade dans l'espace principal avec les sponsors, où vous pourrez directement poser vos questions. Du coup, et ils seront, j'imagine, ravis de vous répondre. Aussi, n'hésitez pas, s'il vous plaît, c'est très important pour nous et c'est important aussi pour les speakers de mettre votre feedback sur les feedback halls qui sont juste dans le couloir ici. C'est les feuilles qui sont collées au mur. Vous prenez une gommette, peu importe la couleur, et vous la mettez dans la case qui correspond à votre retour sur ce talk. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci et puis, à vous. Bonne journée de conférence. Bon DevFest.